Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu connais sûrement Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy parce que tu es le genre de personne qui aime bien se poser devant un petit documentaire sur les tueurs en série américains. Bon, alors ici on parle de criminologie et de faits divers, donc on va être loin de juger. Et en plus, on aime encore plus quand c'est les histoires américaines parce que c'est plutôt rassurant au final. C'est super loin, il y a un océan qui nous sépare. Mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout là pour vous rassurer parce qu'en fait, je veux vous montrer que toutes ces histoires que vous entendez, ça peut vous arriver et ça arrive aussi en France. C'est pour cette raison que chaque semaine, je reviendrai avec une nouvelle vidéo avec le concept une semaine, une région, un criminel. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à préciser que ce concept n'est pas là pour romantiser les tueurs en série ou les criminels, mais plutôt pour vous rappeler qu'il existe également de nombreuses victimes françaises. Et je vous laisse tout de suite avec la première affaire qui se situe en Auvergne-Rhône-Alpes avec Michel Sidor. Michel Sidor naît le 8 septembre 1929. C'est une période sombre de notre histoire, marquée par l'entre-deux-guerres et la Grande Dépression. Le crash de Wall Street plonge le monde entier, dont la France, dans sa plus grosse crise économique du XXe siècle. La production s'effondre et les ouvriers en sont les premières victimes. Le chômage grimpe progressivement pour atteindre le pic d'1 million de chômeurs en 1935. Ces premières années de vie sont donc marquées par un environnement peu stable, mais c'est loin d'être fini, puisque le 1er septembre 1939, le Führer Hitler envahit la Pologne et enclenche la Seconde Guerre mondiale. Michel n'a que 10 ans, et à ce stade, il ne connaît que la violence. Au sein de son foyer, cette violence est continue puisqu'il subit des maltraitances. Très rapidement, il va miroiter cette violence à autrui. Il commence à torturer et tuer des animaux. Alors, c'est un comportement qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série connus comme Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer. Il n'est pas rare d'observer que le point de départ de nombreux parcours criminels est la cruauté envers les animaux. C'est pour cette raison que l'acte de violence envers les animaux est intégré en 1987 dans le DSM-3 en tant que symptôme pouvant révéler des troubles ou pathologies et sert en grande partie à déceler des troubles de la personnalité antisociale. Mais alors, c'est quoi le DSM ? Eh bien, le DSM, c'est un manuel qui a été créé dans le but d'unifier le diagnostic des troubles psychiatriques. Donc, tous les professionnels de santé sont censés utiliser les critères diagnostiques du DSM afin de déterminer si leurs patients sont atteints ou non d'un trouble de santé mentale. Durant son adolescence, Sidor s'invente une personnalité de légionnaire, une identité complètement imaginaire qui va en fait lui servir de masque, renforçant son besoin de se sentir puissant et d'intimider son entourage. Il adopte ce personnage comme une seconde peau, ce qui fait naître des suspicions et des malaises dans son entourage, mais à cette époque, personne ne se doute encore de l'ampleur de sa violence intérieure. Vers 1950, Michel Sidor commet son premier meurtre. La victime, une prostituée. Leur échange dégénère et Sidor passe à l'acte, la tuant dans un accès de rage. Arrêté, il est rapidement placé en détention provisoire et condamné à 5 ans de travaux forcés. À l'époque, l'importance du statut de la victime minimise la gravité de sa condamnation. C'est une réalité malheureusement glaçante qui montre l'ampleur des lacunes dans le système d'alors. Après sa libération, il se construit une vie nouvelle, dans une zone rurale du Pas-de-Calais. Il va s'investir dans des travaux agricoles et forestiers. Il se marie à Gilberte Boudry. Il devient père de 2 enfants. Mais derrière cette façade de l'homme travailleur et dévoué, se cache toujours le même Michel. Un homme dangereux,
et instable. 1961 marque un tournant dans la vie de Sidor. Gilberte, sa femme, le quitte, emmenant leurs enfants. Déstabilisé, Michel y perd son travail et il vient retomber dans la marginalité. La situation se dégrade lorsque dans la nuit du 22 décembre, il décide de se venger. Armé d'un pistolet de calibre 9 mm, il se rend chez les parents de Gilberte et l'abat d'une balle dans la tête. Il tire ensuite sur son beau-père, Henri Boudry, qui lui parvient à riposter. Grièvement blessé, Michel prend la fuite. Mais la police le retrouve rapidement. Devant les enquêteurs, il nie les faits avant de finalement admettre qu'il a tué Gilberte dans un accès de rage, ne supportant pas qu'elle l'ait quitté. À partir de ce moment-là, les médias le surnomment alors le fermier de la Vallée Rouge. Lors de son procès, il plaide le crime passionnel. Mais la cour ne le suit pas du tout et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, en 1972, le président réduit sa peine à 20 ans. Il est libéré en 1976, mais contre toute attente, cet homme déjà doublement meurtrier ne s'arrête pas là. De retour dans la société, Sidor s'installe en Haute-Savoie. Il se présente toujours comme un ancien légionnaire, cette identité fictive qu'il porte encore une fois comme un bouclier. Ses voisins le décrivent comme un homme étrange, souvent marginal. Il s'en prend aux animaux, il tire sur ses voisins et il rédige des lettres troublantes à destination de jeunes filles. Mais malgré ses comportements inquiétants, les plaintes n'aboutissent à rien. Ses voisins, ils commencent à avoir de sacrés soupçons. Ils se posent des questions sur son identité et certains soupçonnent qu'il serait impliqué dans des crimes. Toutefois, aucune preuve ne vient étayer leurs soupçons. Nous arrivons à la nuit du 25 juillet 1993. Le drame qui marquera l'histoire judiciaire française. Ce soir-là, lors d'une kermesse au village de Vacheresse, Michel Sidor enlève Jessica Blanc, une fillette de 7 ans. Il l'accoste, la fait monter dans sa voiture et l'emmène chez lui. Les parents de Jessica, dévastés, alertent la police. Un jeune témoin raconte aux autorités avoir vu Jessica avec un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Grâce à sa description, la police identifie rapidement Sidor et se rend chez lui. La jeune fille est retrouvée à quelques mètres de son chalet, dénudée, avec des traces de torture et de viol. Confronté aux preuves, il avoue partiellement, mais il tente de justifier son acte en dépeignant la fillette de manière révoltante, suscitant l'indignation générale, puisque, en effet, Michel Sidor va dire que Jessica, âgée de 7 ans, l'a incité à faire ce qu'il a fait. Puisque lorsque Michel aurait vu Jessica seule, il lui aurait demandé où étaient ses parents, réponse à laquelle elle aurait répondu « Mes parents sont en train de faire l'amour ». Alors, Michel lui aurait demandé si elle-même, est-ce qu'elle avait déjà eu des rapports sexuels ? Et elle aurait dit que oui, elle avait déjà eu des rapports avec son cousin. Cette conversation, selon Michel, l'aurait poussé à l'acte. Et donc remet la faute sur la petite Jessica. Le 14 juin 1995, le procès de Michel Sidor s'ouvre devant la cour d'assises d'Annecy. C'est un procès lourd en émotions car Sidor, déjà condamné 2 fois pour meurtre, fait face à des accusations d'une violence extrême. Les experts le décrivent comme un individu pervers, dangereux, sans aucune trace de remords. Lors des audiences, le père de Jessica perd son sang-froid et tente d'agresser Sidor en lançant une chaise sur lui.
La tension est palpable car la douleur des familles se confronte à la froideur d'un homme dont les actes sont à peine concevables. Le verdict tombe le 15 juin 1995. Michel Sidor est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. Cette peine vise à protéger la société d'un homme dont la dangerosité est reconnue, même à l'aube de sa vieillesse. En 2012, Michel Sidor a 82 ans. Il est atteint de graves problèmes de santé et il va tenter d'obtenir une libération pour raison médicale. Mais la demande est rejetée. L'âge du détenu ne contribue que faiblement à pondérer cette analyse. Sa capacité de violence est intacte. Voici des phrases que l'on a pu entendre lors de ce refus par des psychologues. Et bien sûr, à côté, la famille de Jessica Blanc et tout le village de Vacheresse s'opposent fermement à cette possibilité, se battant pour qu'il reste en détention. L'histoire de Michel Sidor se finit en 2014 lorsqu'il décède en prison après avoir passé plus de 20 ans derrière les barreaux. C'est la fin de cette première histoire, j'espère que vous l'avez aimée et que surtout elle vous a surprise puisque Michel Sidor, ce n'est pas un prénom qui revient souvent lorsque l'on parle d'affaires criminelles françaises. Et oui, je vous ai complètement feinté, on m'a pas vu de la vidéo, mais si vous me connaissez, vous savez que j'ai l'habitude du format podcast, donc c'est un peu bizarre de parler face à la caméra, mais dites-moi ce que vous en avez pensé, je vais essayer de venir de plus en plus avec ma tête sur YouTube, mais en tout cas je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, et ça sera en Bourgogne-Franche-Comté.